Pierre-Henri de Menton, vous êtes le directeur de la rédaction de Challenge et expert des questions économiques. Comment êtes-vous tombé dans le grand bain de la science économique ? C'est un peu à hasard, comme toujours. J'ai fait un stage dans un journal qui s'appelait La Tribune, où on m'avait demandé de suivre les matières premières. J'ai pris le goût pour ça. Matières premières, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'on parle de tout. Il y a de l'économie, il y a de la finance, il y a de la géopolitique. De fil en aiguille, j'ai fait carrière dans le journalisme économique. Vous avez publié Tout et son contraire récemment avec Bruna Basini chez Bûcher-Castel. Alors déjà, pourquoi ce titre, Tout et son contraire ? On avait publié avec un autre co-auteur qui s'appelle le regretté Éric Routhier. C'était en 2013, après la première grande crise du XXe siècle, grande crise économique et financière, crise des subprimes. On avait écrit un livre qui était une histoire de la science économique très contemporaine et qui s'appelait Théorie du bordel économique. Donc on avait un très grand désordre dans ces théories économiques. Et là, on est allé un cran plus loin. En disant, il n'y a plus tellement de désordre, mais il y a une sorte de, comme dans le reste de la société ou chez les intellectuels, une forme de polarisation de la science économique avec des gens qui disent effectivement tout et son contraire. Vous revenez sur des grandes controverses qui agitent l'économie et la matière économique, on pourrait dire. N'est-ce pas finalement le point commun de toutes les sciences sociales, voire même des sciences humaines et des sciences sociales ? Absolument. Alors, le petit problème sur la science économique, c'est qu'elle a eu des prétentions jusqu'à assez récemment de sciences dures, donc avec beaucoup de mathématiques, etc. Donc, elle puise ses racines aussi là-dedans, dans les sciences dures. Toujours aujourd'hui, on parle beaucoup avec les économistes de data, de données, de data scientists, d'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc il y a toujours une prétention scientifique dure, ce qui est différent d'une science humaine. Mais la science humaine, elle a beaucoup influé aussi sur la science économique. Donc la science économique, elle naît comme une science politique au tout départ. Elle est très influée par la philosophie politique. Et on le voit de plus en plus. Il y a même eu des prix Nobel d'économie qui n'étaient pas économistes, mais qui étaient psychologues, par exemple. Donc c'est une science qui est à la fois très récente. Nous, on la qualifie de science adolescente, avec ses crises d'adolescence, puisque c'est une science qui a à peu près 2 siècles. Quand on prend la philosophie ou les mathématiques ou l'astronomie, c'est quand même beaucoup plus ancien. Et elle a du mal à se positionner, mais c'est aussi ce qui fait sa force, c'est que c'est une science un peu englobante. Donc il y a un économiste français très connu qui s'appelle Daniel Cohen, qui avait très bien compris ça, et ses livres sont très englobants. Donc c'est à la fois de la science économique, mais il va puiser aussi dans l'histoire. C'est le cas aussi de Thomas Piketty qui fait des séries très longues sur plusieurs siècles, donc il va aller puiser dans l'histoire qui, elle, pour le coup, est une science humaine. Pour revenir effectivement sur ce que vous disiez sur la scientificité, en effet, le projet de Léon Walras, c'était de faire une physique sociale à travers effectivement l'économie. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, avec ce recul et ce livre qui permet évidemment de prendre du recul sur ces débats, est-ce que vous pensez que c'était un projet fou ? En faire une science, c'est Léon Walras, c'est aussi Karl Marx qui dit science, dit une certaine forme de certitude. Effectivement, c'est ce qui marque la science économique. C'est quand même une science. C'est-à-dire qu'il s'oppose surtout. Il n'empêche qu'il y a quelques points de convergence, de consensus. Ils sont très rares, de plus en plus rares, mais entre tous les économistes. On a quand même quelques vérités. On a vu évoluer le fameux Homo economicus. Il était au départ, et d'ailleurs pas tant que ça au départ chez Adam Smith et les autres, mais plutôt rationnel. On voit maintenant que cet Homo economicus, il va plus agir en fonction d'anticipation, plus que sur des faits, en fonction d'anticipation, et avoir des actions, des comportements, consommateurs ou contribuables, etc., liés à des anticipations. Et qui dit anticipation, c'est plus compliqué, puisqu'on se projette, c'est déjà plus compliqué à prévoir, à calculer une anticipation. Je prends un exemple très précis sur l'inflation. Quand vous demandez, vous faites des sondages, on a souvent fait un challenge sur ce qu'on appelle la perception de l'inflation. La perception de l'inflation, elle est à 2 chiffres. On perçoit que l'inflation, en gros, que les prix augmentent de 10% ou 11% chaque année, alors qu'on est en dessous de 2%. Donc c'est lié au fait que les contraintes, il y a un certain nombre de dépenses contraintes, comme son loyer par exemple, un certain nombre de choses qui représentent une grosse partie de mon budget. Donc je vais arriver à la fin du mois, au milieu du mois, selon mon pouvoir d'achat, avec assez peu d'argent. Et là, je vais devoir sabrer dans certaines dépenses. Et là, je vois que précisément, ces dépenses, c'est celles qui augmente. Donc ça va être l'alimentaire, le caddie. Dès que ça bouge sur les prix alimentaires, il y a une perception de l'inflation très importante. Ou ça va être par exemple les loisirs, le restaurant. Donc là, on a vu qu'il y a effectivement une inflation assez importante dans le restaurant. Et
on va se priver d'un restaurant parce qu'on n'a plus assez d'argent et donc du coup on a cette perception de l'inflation. Alors vous voyez déjà sur quelque chose d'assez simple, le chiffre de l'inflation, on va parler d'anticipation et dans les anticipations, on va parler d'autres concepts comme le pouvoir d'achat, les dépenses contraintes, etc. Tout est dans tout et tout est son contraire. Et ce qui est intéressant, c'est que même sur des auteurs canoniques, en effet, de l'économie comme Adam Smith, que vous avez cité, il y a effectivement des controverses ou des différences d'interprétation. On pense à La richesse des nations, cet ouvrage important, mais qui est presque contredit par un ouvrage qui lui précède, qui est La théorie des sentiments moraux, et qui effectivement adopte une vision de l'agent économique beaucoup moins rationnelle, donc avec l'introduction de sentiments et d'émotions dans les choix des acteurs économiques. Effectivement, il y a plusieurs écoles. On a tendance à simplifier les choses en classant les grands classiques, les libéraux, les keynésiens, les schumpeteriens, etc. On le fait d'ailleurs dans le livre, qui est un livre, il ne faut pas prendre peur, qui est un livre de journaliste, c'est pas un livre de recherche économique. Mais on voit que effectivement, quand on se donne la peine de lire ces auteurs, on voit que les choses sont pas si simples. Quelqu'un comme David Ricardo, par exemple, on est là dans la pensée classique plutôt libérale. La croissance économique ne peut pas être un but en soi. On retrouve dans les écrits de David Ricardo, par exemple, une des théories qu'on a vu ressurgir dans les années 60 et même beaucoup plus récemment avec les mouvements de décroissance, choses comme ça. Chacun peut puiser et continue à puiser, c'est ça qui est assez étonnant. Cette période qui va du 18e, on va dire, à Keynes, donc jusqu'en 1950, si on met dedans des gens comme Hayek, et choses comme ça, on va puiser dans ces grands classiques un peu, on peut en puiser un peu tout et son contraire, c'est-à-dire qu'on peut trouver chez les marxistes, par exemple, il y a tout un courant qui défend la valeur travail. À la CGT, on trouve ça, alors que chez d'autres, classés à gauche, plus on va dire CFDT, on n'a pas du tout cette culture-là, on n'a pas la culture marxiste du travail. On va être plus sur le partage du travail, qui est quelque chose de différent. Alors en France, nous avons beaucoup de très bons économistes. Thomas Piketty, vous l'avez cité, Esther Duflo, Gabriel Zucman dans les nouvelles générations. Qu'est-ce qui explique selon vous cet attrait pour les enjeux économiques, pour la science économique, à supposer que ce soit une science? Ça, c'est une réalité, puisqu'on est au Ouzou, on parle d'excellence. Je pense qu'il y a beaucoup d'économistes dans le Ouzou, parce qu'il y a des économistes français qui ont une réputation internationale. C'est assez nouveau. Beaucoup sont issus des élèves de cet économiste dont on parlait tout à l'heure, Daniel Cohen, qui a fondé l'école d'économie de Paris. Paris School of Economics. Ça s'appelle Paris School of Economics. Pourquoi ? Parce que c'est une vocation internationale. Et Daniel Cohen a poussé ses élèves, dont Thomas Piketty par exemple, à aller très vite sur les campus américains. C'est le MIT, Berkeley, vous parliez de Gabriel Zucman, c'est Berkeley, c'est New York University. Sur tous ces campus ont été, entre guillemets, colonisés par des économistes français. Et c'est arrivé à un moment important aux États-Unis, qui était celui de la campagne de Bernie Sanders, donc du Parti démocrate, qui a eu un renouveau idéologique au sein du Parti démocrate. Et beaucoup de ces économistes ont travaillé, leur thème de prédilection, c'était les inégalités, qui est un réel problème aux États-Unis. Qui était une promesse du candidat Sanders et après de Joe Biden ou de Barack Obama, promesse non tenue d'ailleurs. Comme il y a eu la génération d'avant, il y avait des philosophes français très connus sur les campus américains, on a eu toute une génération d'économistes qui effectivement ont travaillé dans des très bonnes conditions matérielles aux États-Unis. Alors bon, on va assister, on va voir, mais je pense qu'un certain nombre d'entre eux sont revenus. Esther Duflo est maintenant en grande partie à Paris. Gabriel Zucman, sa principale source de revenus, c'est une mission pour la Commission européenne. Ils sont petit à petit en train de remigrer, si je puis dire, en France. Mais à noter, par exemple, il y a toujours eu quand même cette tradition, en tout cas dans les grandes organisations internationales, puisque l'actuel chef économiste du FMI, c'est Pierre-Olivier Gouin-Chasse, donc c'est un Français. Avant lui, il y avait Olivier Blanchard. Et donc ça, c'est un des postes clés dans le monde économique. Donc il y a toujours eu cette tradition institutionnelle et plus récemment universitaire. Il y a plusieurs écoles, on en a parlé, il y a des approches très différentes que vous rappelez dans votre ouvrage, des approches disons plus keynésiennes, à celle de Schumpeter sur l'innovation ou voire même Milton Friedman, le monétarisme, c'est un courant maintenant qui peut paraître un peu daté. Mais finalement, dans toutes ces controverses, qu'est-ce qui se joue ? Est-ce que c'est le vrai ou est-ce que c'est plutôt le juste ? Tous ces gens-là, ils ont quand même un point commun, c'est qu'ils analysent les faits et ils essaient d'en tirer des propositions, notamment
notamment pour les politiques. Donc c'est quand même des gens qui travaillent pour le bien commun. Ça, le bien commun, c'est une notion économique d'ailleurs. On a un prix Nobel français qui s'appelle Jean Tirole qui a écrit un gros pavé là-dessus. Donc il y a quand même cette volonté de tirer du progrès, de tirer la société vers le haut, à quelques exceptions près. Après, les chemins pour y arriver sont très très divergents. Ce qu'on observe depuis quelques années, c'est effectivement une forme de polarisation. On sait à peu près à l'avance quelles vont être les conclusions d'une étude, par exemple, de Thomas Piketty. On se doute de ce qu'on va trouver à l'arrivée de l'équation. Donc il y a forcément une suspicion sur les données qu'il utilise. Est-ce que c'est les bonnes données? Est-ce qu'il les utilise à bon escient? Comment il les utilise pour arriver à sa conclusion? Après, elles sont librement accessibles. Je crois que c'est le World Inequality Lab. Bien sûr, elles sont tout à fait accessibles. Mais bon, il y a beaucoup de polémiques, effectivement. Et il suffit de changer un tout petit bout du curseur et puis on n'arrive pas du tout aux mêmes conclusions. C'est tout ce problème entre scientists et politiciens, etc. Et Thomas Piketty, il est vraiment devenu à la frontière des deux, puisqu'il écrit son dernier livre, est un livre politique, n'est pas un livre économique. Au-delà des théories, finalement, on voit dans votre livre que ce sont des enjeux de pouvoir. Les économistes interviennent effectivement dans le débat public, produisent de la science, en tout cas du savoir. Est-ce que les économistes, de votre point de vue aujourd'hui, sont des scientifiques ou des idéologues, ou les deux? Les deux, beaucoup ont fait des études scientifiques et viennent de ce monde-là. C'est des idéologues, à mon avis, de plus en plus. C'est là où on est passé du bordel, théorie du bordel économique à tout et son contraire. Ils affirment des choses. On a un chef d'État donc qui dirige la 19e puissance mondiale, qui est l'Argentine, qui est un économiste. Il s'appelle Javier Milei, un économiste académique qui a publié de la recherche, etc. Bon, c'était pas au niveau prix Nobel, mais c'est quelqu'un qui a des théories économiques qu'il applique et qui met en application, qu'il a travaillé longuement avant d'arriver au pouvoir. C'est un courant qui est connu, qui s'appelle les libertariens ou les libéraux autrichiens, qui est né aux États-Unis dans les années 50 justement et qui s'est propagé. Donc là, on a un exemple d'un économiste idéologue en action.